Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons en studio le Kia K4. En compagnie de Marc Bouchard, on fait la revue du Salon de l'Auto de Montréal. Déjà, les salons ont commencé. On va se déplacer là-bas. On a aussi Patrice Ouellette qui va venir analyser le marché en 2025. Est-ce que la voiture électrique va, oui ou non, percer? On en parle avec Patrice. On a beaucoup de nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard et on répond aussi à vos questions. Tout cela à Virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Afin de parler du Kia K4, je suis avec Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Ça va bien? Très bien. Alors, nous avons en studio la Kia K4, voiture vraiment intéressante parce que c'est un segment qui est abandonné par l'industrie automobile. Kia décide de demeurer dans ce segment-là. Oui, on abandonne 3 autres véhicules, là, la Forte qu'on abandonne, la Rio et la K5. Oui. Qui est un petit peu plus grosse, un petit peu plus haut de gamme, mais on a décidé de l'abandonner et on la remplace par la K4. Donc, elle a quand même des gros souliers à chausser, cette nouvelle voiture, beaucoup de pression. Et pour ce faire, bien, on a osé un petit peu au niveau de design. On a décidé d'aller ailleurs. Et, bon, je pense que la plupart des gens aiment, il y en a qui aiment moins. Mais il fallait oser dans ce segment-là qui est moins populaire. Donc, il faut y aller avec un design, un coup de crayon qui est un petit peu hors du commun. Oui, il faut dire que Kia se distingue beaucoup par le coup de crayon particulier sur l'ensemble de ses véhicules actuellement. On a été chercher certains des éléments qui sont populaires sur les autres. Regarde la partie avant de la K4, va voir ce qui se fait dans les autres véhicules Kia, autant au niveau d'électrification que pas. On est vraiment dans quelque chose d'assez similaire. Ça, c'est très bien réussi, c'est joli, c'est particulier. J'aime beaucoup les roues du modèle qu'on a en studio. Je trouve qu'on a vraiment fait un beau design et ça vient chercher un certain dynamisme. Évidemment, ce qui est un peu plus controversé, c'est la partie arrière, parce qu'on ne sait pas trop si c'est un véhicule à haillons ou pas. C'est une berline avec un arrière un peu surélevé, un peu gonflé, une petite fenêtre à l'arrière, ce qu'on voit très, très, très rarement dans des véhicules de cette nature-là. C'est parfait pour la personne assise à l'arrière parce que la visibilité est meilleure. En revanche, au niveau de la conduite, visibilité 3/4 arrière un peu plus difficile. Alors, on a vraiment des éléments de toute nature. Je t'avoue, et tu sais que moi, j'aime les véhicules normalement pas très ordinaires. Celui-là n'a pas encore conquis mon cœur, je suis obligé de te le dire. Par contre, il faut lui reconnaître l'efficacité du design qu'il y a. Et tu regardes, c'est une ligne fluide. On n'est pas loin de... Tu parlais de la K5, si tu regardes la partie arrière... K5, Stinger à la limite un peu. On a vraiment été chercher des éléments un peu partout et ça lui donne une présence musclée, ce qui est assez rare dans le segment des compacts de cette nature-là, parce que, tu l'as mentionné, les concurrents... C'est conventionnel, Oui, c'est assez. Bien, il y a Mazda là, qui met là, la Mazda 3, un jour, va finir par changer. Donc, on est vraiment dans quelque chose de différent. Il faut aussi dire que, pour le reste, au niveau de la mécanique, tu l'as mentionné, ça vient remplacer, c'est très proche de la Hyundai Elantra, même motorisation, celle qu'on a en studio a le 1.6 turbo, un moteur qu'on connaît bien. Moi, j'étais un fan de la Forte. Je t'avoue, j'ai vécu des expériences particulières, j'ai même fait un rallye au volant de la Forte. C'est un véhicule que j'aimais beaucoup pour sa solidité. J'aime le fait qu'on a été capable de transposer ça dans la K4 aussi. On a cette même sensation de solidité-là avec le véhicule, et ça, pour moi, c'est une belle réussite. Oui, solidité. Moi, il y a des éléments qui m'ont vraiment impressionné sur le véhicule. D'abord, le 1.6, depuis le début, la douceur de ce petit moteur-là, c'est incroyable. La performance est quand même honnête. Ça, c'est une bonne chose. On ne l'a pas jumelé avec une double embrayage, mais une transmission automatique à 8 rapports, ce qui adoucit encore le système motopropulseur. L'insonorisation à l'intérieur du véhicule, quand tu fais de la route, c'est quand même impressionnant pour une voiture de cette catégorie-là. Ça fait que ça, c'est encore un point vraiment intéressant. Le confort est correct. C'est pas un confort à tout casser, mais c'est correct.
correct lorsqu'on fait de la route. Et l'aménagement intérieur, bien, ça devient quasiment commun, là, mais avec tous les écrans, c'est bien fait. Le système est bien aussi disposé. Les boutons, on a gardé et conservé quand même pas mal de boutons à l'intérieur du véhicule pour le chauffage, la climatisation et tout ça. C'est un bon point. Siège chauffant, volant chauffant également. Mais le volant chauffant à 2 étages. L'ouverture du coffre avec le pied, qu'on peut faire ça dans la catégorie, c'est quand même pas commun. Et les systèmes d'intelligence d'aide à la conduite qui sont de série sur le véhicule. Régulateur de vitesse intelligent, système anti-collision, etc. C'est ça la beauté de ce véhicule-là, c'est qu'il arrive très bien équipé. Évidemment, nous, on a la version la plus haut de gamme, là, la GT Line avec tout ce qui vient avec. Mais même en de série, c'est un véhicule qui vient bien équipé. Il y a un autre moteur, le moteur 2 litres, qui est là normalement, qui lui vient avec la IVT, là, la transmission à variation continue. Oui, mais ça, il s'appelle transmission à variation continue intelligente, d'où le IVT. C'est vrai qu'elle est mieux réussie que la CVT traditionnelle, mais je trouve ça intéressant que tu mentionnes la transmission là-dessus parce que Hyundai et Kia ont choisi d'abandonner la double embrayage parce que ça donnait justement une conduite qui était trop brusque. Saccadée. Trop saccadée. Et les gens, les acheteurs de ce type de véhicule-là, ne cherchent pas ce genre de conduite sportive-là. Donc, la nouvelle 8 vitesses, elle est vraiment bien réussie. Autre détail que tu as mentionné, mais que tout le monde a souligné, et ça, c'est rare parce que chez les journalistes, on ne s'entend pas nécessairement entre nous, mais tout le monde a souligné la qualité de l'insonorisation dans ce véhicule-là. Ils ont vraiment fait un effort. C'était une des faiblesses de la Forte au préalable. On entendait à peu près tous les bruits de roulement. Dans ce cas-ci, c'est pas ça du tout. On est dans quelque chose de silencieux. Tu l'as mentionné, système d'infodivertissement qu'on commence à connaître assez bien du côté de chez Kia. Bref, c'est réussi et c'est pas si cher. Parce que tu vois, la GT Line Turbo, pas celle qu'on a là, mais un peu moins, c'est 31 000 et on a un véhicule qui est très, très, très bien équipé pour le prix. Donc, oui, c'est cher, me direz-vous, 31 000 mais on est presque en haut de gamme à 31 000 avec la coquette. Donc, c'est vraiment un bon produit. 26 500, quand même, prix de base et prix de départ avec, comme on a dit, quand même beaucoup d'équipements. Le 2 litres, 147 chevaux, je ne l'avais pas mentionné, le 1.6, 190 chevaux, ce qui est bien honnête pour la dimension du véhicule. Qualité d'assemblage, de finition, vraiment rien à dire de ce côté-là. Les tissus, pour certains modèles, il faut regarder, mais c'est quand même beau. On voit que c'est du tissu recyclé, toute la patente, mais ça reste que ça fait amplement le travail. Un beau volant avec les boutons accessibles. J'ai aimé aussi la prise en main de ce volant. L'économie de carburant, l'hiver, moins 10 à peu près, j'étais à peu près à 7 litres au 100. Ce qui veut dire en plein été, tu descends ça à 6. Tu peux sauver au moins 1 litre au 100 en plein été sur la grande route, il n'y a aucun problème. Vous allez faire même encore moins que ça. Donc, dans l'ensemble, je suis content qu'on conserve le véhicule dans ce segment-là parce que c'est pas tout le monde qui va avoir des sports utilitaires. Tu dois t'en aller dans le Seltos où tu choisis ce véhicule-là. Il n'y a pas d'autres véhicules. Il y a peut-être le Niro. Le Niro qui est là-dedans. Mais c'est beaucoup plus petit parce qu'il y a de l'espace dans la valise de ce véhicule-là. Énormément d'espace. La silhouette étant en fait de cette nature-là, c'est 600 quelques litres d'espace, qui est quand même impressionnant pour une berline compacte, il faut le dire, c'est plus grand que ce que sa cousine Elantra est capable de proposer. Donc, oui, et ce que j'ai aimé, on n'en a pas parlé beaucoup, c'est quand même agréable à conduire. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'on est dans un véhicule qui offre des compromis. Il y a quand même une conduite qui est solide, qui est agréable. Sincèrement, à part la couleur, peut-être, là, pour laquelle je suis moins certain, c'est un bon véhicule. Ça, tu peux choisir. C'est pas un défaut caché, ça. Alors, tout est là pour ce véhicule dans ce segment. Alors, à un prix quand même raisonnable dans le marché actuellement. On va voir le succès parce que je pense que sa concurrente la plus proche, c'est l'Elantra. Donc, c'est dans la même famille. C'est direct. C'est les mêmes motorisations, c'est les mêmes... Les différences se font au niveau de la silhouette, au niveau des groupes d'équipement, puis encore une fois, c'est pas mal proche. Sinon, il reste quoi? Bien, il va rester... On a parlé de la Mazda 3, qui est une vieillissante. Il y a la Toyota Corolla qui est dans le même créneau à peu près, mais encore une fois, on est beaucoup moins équipé pour le même prix. Honnêtement, elle a un bel avantage dans son créneau, c'est certain. Étonnant qu'on n'a pas d'hybridation, on n'a pas de traction intégrale. Donc ça, c'est probablement dans...
dans Je ne sais pas si ça va la venir. mise à jour ou que ça va arriver l'année prochaine. Mais là, on n'a pas de version hautement sportive non plus, donc Non. des Donc, roues, c'est la GT Line qui est la plus grande. C'est ça. À 190 chevaux, là, c'est la plus puissante disponible. Mais tu remarqueras que l'Elantra non plus, on n'a pas d'hybridation, on n'a rien. Alors, je ne suis pas certain qu'on veut se tourner pour ça, pour ce type de véhicule-là vers l'hybridation. Marc, va mettre ton veston. Oui, On s'en va au salon. bien sûr, on sort. Au retour de la pause, on s'en va au salon de l'Auto de Montréal. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes au Salon de l'Auto de Montréal 2025. Marc, plusieurs choses à retenir ici au Salon de l'Auto. Premier salon de l'année, on pourrait s'attendre à de l'enthousiasme à pu finir de la part des fabricants. Les fabricants sont encore frileux avec les salons de l'auto. On le remarque ici au Salon de l'Auto de Montréal. Par contre, ce que je remarque, avant qu'on commence à parler des nouveautés sur place, je remarque que c'est un beau salon. Je remarque que les fabricants ont quand même mis, ceux qui sont présents, puis il y en a beaucoup, ont quand même mis pas mal d'efforts dans leur remplacement, dans leur kiosque. Et c'est comme le retour des beaux kiosques là, dans les salons de l'auto. J'espère que ça va se poursuivre, mais je suis au moins content de qu'est-ce qu'on voit. D'accord avec toi, parce qu'effectivement, on a l'impression que le salon a retrouvé un peu son format pré-pandémie. Les 3 planchers sont occupés à pleine grandeur ou à peu près. Il y a des kiosques qui valent la peine, des montages intéressants, des véhicules comme celui qu'on a derrière nous, dont on va parler plus tard, qu'on n'attendait pas, puis bon, Kia nous a fait une petite surprise. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais quand même te corriger un petit peu. C'est en fait le 2e salon de l'année, parce que le premier, c'était Détroit. Hein? Oui, Mais il faut parler du salon de Détroit parce que il ne s'est rien passé à Détroit. Et c'est ça qui est un peu pour la raison pour laquelle j'en avais pas parlé, Marc. Oui, mais c'est important de le dire parce OK. qu'on sent qu'effectivement, à Détroit, on est sur un déclin. Aucune présentation de manufacturier. Il n'y avait absolument rien. Alors qu'ici, même si les présentations sont limitées, tu le dis, on sent une espèce d'énergie différente. On sent que les manufacturiers qui ont tous envoyé leurs représentants, ou à peu près. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le Salon de Montréal, Ouais. qui en est à sa 80e édition. Ce qui est quand même pas rien non plus, là. Ça fait 110 ans à peu près que ça roule, mais 80e édition du Salon de l'Auto de Montréal, ça aussi, je pense que ça souligne. Exactement. Là où je disais qu'il y avait moins d'enthousiasme, c'était dans les dévoilements, mais on va en parler dans une minute. 80e édition du Salon de l'Auto de Montréal. Mais il y a aussi Toyota qui ont fêté en avant-première de la journée de dévoilement, qui ont fêté leur 60e anniversaire au Canada. C'est quand même pas rien, puis qui nous ont montré même l'usine d'assemblage, puis les premiers modèles, parce qu'il y avait 3 modèles lorsqu'ils ont été lancés. La Corolla s'appelait même pas Corolla à l'époque, là. Ça fait que c'est pour dire, ça fait quand même un certain temps. Et Lexus, 35 ans. Oui. Puis ils ont même fait un petit concours là, pour mettre en place les Takumi. Oui, Genre de qui sont Takumi. des artisans. Maîtres artisans, là, puis qui sont vraiment, wow, des vrais maîtres. Puis là, on a fait aussi un petit concours pour justement mettre en avant-plan les artisans canadiens en vidéo et en art. Puis on a beaucoup de couleurs chez Lexus. Fait que c'est vraiment le fun. Fait différent, c'est le fun de voir ça et de fêter justement les anniversaires. Fait qu'on voit que l'histoire automobile prend place tranquillement, pas vite. Mais bon, on est au salon pour les nouveautés. Je disais que c'était tranquille au niveau des dévoilements. Bien, il faut commencer avec le premier et le seul vrai dévoilement. C'est Hyundai, puis il faut dire bravo à Hyundai, justement, de nous faire un dévoilement, parce qu'on aime ça, puis c'est ce qu'on veut, puis on a une première canadienne. Première canadienne, c'est la Ioniq 9 qui avait déjà été présentée au Salon de Los Angeles, on le rappelle. C'est le grand véhicule 100% électrique, qui a 3 rangées, 7 passagers, bon, qui n'est pas étranger au EV9 de Kia, on le sait, là. Ça partage sensiblement les mêmes éléments. Dévoilement qui a été fait par Marie-Lou, quand même. Ça aussi, il faut reconnaître que Hyundai a mis un peu d'effort là, pour créer un événement au moment du dévoilement. C'est un véhicule qui devrait connaître beaucoup de succès si on se fie à ce que le EV9 a fait. Les gens sont en attente de ce genre de véhicule-là. On n'a pas encore l'échelle de prix. Cependant, le véhicule va arriver quelque part au printemps chez les On a concessionnaires. la grosseur de la batterie, mais on n'a pas l'autonomie. 112 kWh, Exact. mais on dit plus de 500. Exactement.
Fait qu'on a été assez raisonnable de ce point de vue-là. Capacité de remorquage impressionnante, là, c'est 5000 livres. Quand même, pour un véhicule de cette nature-là, c'est impressionnant. Le design qui est directement lié à ce que Hyundai nous a présenté. Donc, bien sûr, les phares pixelisés, la silhouette qui n'est pas sans rappeler celle de la Ioniq 5, bien entendu. Donc, L'arrière qui est particulier. Là. Ben oui, l'arrière qui... Là aussi, il y a des pixels qui font tout le tour. C'est unique, mais c'est bravo. On peut se permettre ça du côté de Hyundai, de nous amener du design. Oui, parce qu'on a vendu 131 000 véhicules Hyundai l'année passée. C'est une des meilleures années, sinon la meilleure année de la compagnie. Et ça a été le pays où Hyundai a eu la plus importante part de marché par rapport aux autres. Donc, Hyundai a vraiment un grand succès au Canada. Et je pense que la Ioniq 9 va embarquer dans ce succès-là. Les gens qui n'aiment pas le design de la Ioniq 9, puis les pixels, les petits carrés un petit peu partout, il y a le V9. Il y a le V9. Exactement. Fait qu'on vend une voiture pareille. Oui, mais effectivement. Donc, Hyundai s'est vraiment distingué, continue de se distinguer avec son design, est reconnu pour ses qualités. Donc, c'est vraiment quelque chose, là, de ce point de vue-là, il faut leur reconnaître leur qualité. Mais tu l'as dit, c'était le seul vrai dévoilement. Pas beaucoup d'autres surprises au Salon de l'Auto de Montréal. Quand même des éléments intéressants, comme, je tiens à en parler, le véhicule qui est derrière nous, qui s'appelle le Kia PV5 Weekender. Ouais, pourquoi tu l'aimes tant que ça? Ah, moi, j'aime ce principe-là. D'abord, c'est une camionnette commerciale, en théorie, électrique, bien entendu. C'est un prototype, on s'entend, vous ne le verrez pas comme ça. Mais je trouve qu'on a maximisé l'usage commercial. On en a fait... Il y a vraiment tous les éléments pour en faire un camper, là, vraiment. Notre ami Jacques apprécierait là, l'espace intérieur. Bien, il y a déjà la tente. Là. Le treuil intégré, le toit qui se soulève pour faire une tente. Bref, il y a toutes sortes d'éléments. Le style, le design qui est vraiment particulier. Honnêtement, je pense que ça va être un grand succès populaire au Salon de l'Auto de Montréal. Les gens vont beaucoup l'aimer. Moi, je l'aime, même s'il a l'air fait un peu en plastique, je suis obligé de dire. Ben, il est en plastique. Oui, non, mais tu sais, il y a cet élément-là qui peut-être est moins pertinent. Mais pour le reste, c'est vraiment un véhicule qui, moi, a attiré mon attention. Bien, absolument. Puis c'est le fun qu'on puisse apporter quelque chose de différent. C'est à ça que ça sert, un salon. Il faut s'exciter, il faut s'amuser. Avant, chaque fabricant avait son concept ou un véhicule concept. Là, on nous amène quelque chose d'un peu différent. Puis c'est le fun d'avoir ce genre de choses-là. Pour le reste de la gamme, du côté de chez Kia, on a apporté tout simplement nos véhicules qu'on avait davantage. Donc, il n'y a pas vraiment de gros lancements pour eux, justement, dans le temps du Salon de l'Auto de Montréal. L'année n'est pas finie. On ne sait pas qu'est-ce qui nous réserve encore. J'aurais aimé peut-être un dévoilement ou un lancement du EV3. Oui, mais on n'est pas rendu là. Ça va peut-être être Toronto en février. On verra. Mais ça s'en vient pour le EV3. C'est le prochain véhicule d'importance. Puis, pas seulement pour Kia, un véhicule d'importance pour le marché au complet, là, parce que ce petit véhicule-là, tout le monde attend le prix. Là. Oui. Mais là, de toute façon, avec ce qui se passe avec l'industrie du véhicule électrique, là, les prix vont être... Et ça va changer. Ça, on le sent là, au salon, de rencontrer des représentants de compagnie. Tout le monde est un peu sur le nerf par rapport à ça. On ne sait pas trop où on s'en va. Oui, on n'apprécie pas vraiment ce qui se passe avec les gouvernements, autant fédéral que provincial. Là. Pas tellement. On en a plein notre casse du côté de l'industrie. On n'apprécie pas ça énormément. Il y a quand même d'autres fabricants qui étaient sur place qu'on a pu voir aussi. En fait, tout le monde a fait des efforts, mais il faut souligner, bien sûr, ceux qui arrivent. Lucid, qui est ici avec ses modèles, incluant le Gravity. Oui, c'est un pré-production. Non, regardez pas les détails de finition. On a avancé le siège et on a entendu des craquements étranges. Et aussitôt qu'on a fait ça, le représentant de Lucid est arrivé en disant non, c'est un pré-production. Alors évidemment, mais tous les véhicules sont là. La Lucid Air, qui est absolument magnifique, qui est ici. Il y a Polestar qui est ici avec ses véhicules. Polestar 3, Polestar 4 qui sont ici. Donc des véhicules qu'on voit rarement. Moi, j'ai eu de la misère. J'ai de la misère. On va apprendre à les connaître peut-être un petit peu plus tard, là, parce que le 3 et le 4, il y a comme une grosse différence de prix entre le 3 et le 4. Ça fait que ça, je comprends pas, mais le 4 est plus gros. Donc, ça commence à faire un peu différent, parce que 93 000 $ pour le 4, puis pour le 3, puis 63 000 pour le 4. Fait qu'au niveau du positionnement, j'ai un peu de difficulté à comprendre. Puis le style est un peu différent aussi. On a trois beaux véhicules. Leur kiosque est là, il est très beau. Donc, on a mis quand même assez d'emphase pour faire en sorte qu'on puisse être remarqué au salon. Puis c'est ça qui est intéressant. Pour ce qui est de Lucid, tu sais, ça devait être la compagnie qui faisait fermer Tesla. Oui, mais
Puis on arrive avec des véhicules, puis déjà, intérieur, extérieur, quand on nous l'a présenté au Salon de New York à l'époque, puis Los Angeles, c'était quelque chose qui était avant-gardiste. Oui. Là, OK, on a beaucoup d'autonomie, mais au niveau design, autant extérieur qu'intérieur, on se démarque plus, là. Non, mais en fait, Déjà. c'est une auto qui a effectivement vieilli rapidement, Ouais. dont la technologie n'a pas aussi évolué qu'on aurait pu s'y attendre. C'est vraiment la motorisation lucide qui est importante. Le reste, il y a un petit peu de retard à rattraper. Ben, Puis, t'sais, ils font la des véhicules pure qui fait sont... quoi? Elle va faire 740, Ouais. on nous promet 740 Ouais. km d'autonomie, alors qu'on nous promettait du 800 et 1000 lors du dévoilement. Ouais, mais Et tu sais, ça a été trop long avant d'arriver sur le marché. J'ai hâte, je leur souhaite le meilleur, j'ai hâte de voir comment ça va. Oui, mais c'est Comment des tout véhicules ça qui va sont prendre aussi place. dispendieux. Hein? Puis si tu vas avoir les versions les plus haut de gamme, tu es dans les 100 quelques mille faciles. Donc, c'est peut-être pas ça. Et même 200 000. Oui, mais la Saphir est même 300 000, mais là, évidemment, là. c'est un char d'exception. Il faut aussi mentionner tout ce qui se passe dans les autres fabricants. Il Ouais. faut le préciser. Volkswagen qui est ici avec son ID Buzz, que l'on peut voir. On l'avait vu déjà comme prototype. Là, c'est vraiment la version Mon de boss production. commence à tomber, moi. Bien, ça fait tellement d'années qu'on le voit qu'il est temps qu'il le fasse. Donc ça, ils sont ici quand même si vous voulez le voir. Il y a aussi d'autres compagnies. Il y a GM qui a vraiment fait un effort, qui a amené tous les véhicules qu'ils ont, incluant le camion Bright Drop, qui est le camion de livraison 100% électrique. On voit un peu plus par... On On commence, commence à voir là, un oui. peu plus. Donc, ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Toyota qui arrive ici avec sa gamme complète. Je parlais de GM, là, c'est vraiment là, Chevrolet, Buick, ils sont tous ici. Chez Ford, pour les amateurs de voitures de performance, la Mustang GTD, elle est là. Une voiture exceptionnelle qui a fait un temps record sur le Nürburgring. Ah oui. Elle est spectaculaire quand on la Le regarde. nouveau Expédition, Oui. l'Explorer qui a été retravaillé Retravaillé aussi, ici. sont sur place. Mais dans les voitures d'exception, la GTD vraiment Ah va oui, attirer c'est- l'attention. C'est incroyable. Et vous avez toutes les autres compagnies. Nissan qui est ici avec le nouveau Murano. Donc Le les nouveau gens vont- Kicks. Le nouveau Kicks qui est là. Bref, il y en a tout plein qui sont ici. Mercedes-Benz, le retour des Allemands. Mercedes-Benz qui est là. Donc ça aussi, c'est important parce que on était absent, on l'avait manqué. Et bien entendu, il y a les exotiques pour lesquels j'ai, je l'avoue, un peu moins d'intérêt. Très Ah, honnêtement. mais c'est- C'est le fun à voir. Quand t'es jeune, quand t'as du monde, quand C'est ça. c'est le fun de... Les Lotus McLaren, c'est beau. Et il y a la célèbre collection. Stellantis, c'est là aussi. Oui, Jeep. c'est vrai. Je suis en train Tu sais, d'oublier Jeep, Stellantis. sur place, puis ils ont fait des efforts, puis ils ont monté un Wrangler dans les airs et ils tout. ont le Charger Daytona EV, qui est mon coup de cœur absolu, oui, ça, que ça, j'adore en termes de J'ai look. déjà hâte de l'essayer, celui-là. Moi aussi. Donc, Stellantis est là. Et il y a la collection de Luc Poirier. Ouais. Il y a un certain nombre de Ferrari, dont 12 nouveautés. Je vous avoue C'est très... compliqué de partir travailler le matin, lui. C'est ça. ouais, c'est- Lequel je prends? Je vous avoue qu'il faut vraiment être un connaisseur peut-être là, pour faire la, Oui, la ça nuance prend- entre c'est- chacun. c'est niché, mais c'est ce sont c'est de beaux spectaculaire. véhicules qui sont très spectaculaires. Donc, un salon qui est intéressant parce qu'il est très grand public. Un salon qui va permettre aux gens, justement, d'entrer en contact avec les véhicules les plus courants, d'avoir quelques nouveautés aussi, mais ça vaut la visite. Moi, j'aime les salons de l'auto. Je suis un vendu de salon de l'auto. Alors, je Ouais, peux pas il faut reprocher dire le salon. bravo. J'aime ça voir, tu sais, Nissan, des beaux kiosques. Stellantis, c'est un beau kiosque. J'aime ça revoir des beaux kiosques, revoir de la lumière aussi au salon, parce que, bon, dans les dernières années, c'était sombre, puis on n'aimait pas ça. Fait que là, on voit de la couleur, on voit de la lumière. Fait que c'est bravo pour ce salon-là. Ça met la table pour notre salon à Québec au début mars, qu'on Effectivement, manquera c'est pas. bientôt dans quelques semaines. Ça va vite, ça va vite. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Nous sommes de retour et je suis maintenant accompagné de Patrice Ouellette de 48heurparjour.com. Salut, Pat. Bonjour, Daniel. Ça va bien? En pleine forme. Bon, 48 heures par jour, je pense qu'il y a bien des gens qui vont en avoir besoin au cours des prochaines semaines, des prochains mois, Oui. si on regarde un peu comment va l'industrie automobile présentement. Avant de rentrer dans l'année 2025, comment tu vois l'année 2025? En ce début d'année, ça bouge énormément. Je te remets dans ton siège de directeur d'une concession majeure ou deux concessions ou un groupe de concessions, parce que ça fait tout. Ouais. Avec les rabais du gouvernement, on les a pas. Ton fabricant qui t'envoie de l'inventaire, là, tu as des subventions. Là, on coupe les subventions. Comment tu gères ça dans un concessionnaire?
Ben, écoute, c'est une excellente question, parce que la gestion de l'inventaire, on le sait, ça peut, C'est le nerf de la guerre. peut être un gros coût aussi, si c'est mal géré. Puis en même temps, si c'est bien géré, ben, tu as un gros avantage compétitif parce que tu as des munitions que les autres n'ont pas. Exact. Moi, j'ai toujours eu une philosophie d'être assez agressif là-dessus. Puis je regarde ce qui s'est passé dernièrement avec les coupures, où là, il y en a qui, pendant une semaine, vont ruminer, on va faire quoi avec ces autos-là? Alors que la plupart des manufacturiers ont décidé de compenser la perte de la subvention du gouvernement. Bien, c'est le temps d'ouvrir les valves puis d'annoncer aux consommateurs, venez chez nous. Il n'y a pas de changement dans le prix, on va vous payer la subvention. Fait que quand tu as l'inventaire pour le faire, tu es en position de prendre des parts de marché. Est-ce que toi, tu appelles ton fabricant puis tu dis réagissez? Dépêchez-vous de réagir. Est-ce que vous allez m'aider avec mon excédent d'inventaire? Vous m'avez envoyé trop de véhicules. Est-ce que tu gères un peu avec ton fabricant ou tu le laisses aller? Si tu as suffisamment de volume, on dit toujours ton influence est toujours plus forte. OK. C'est sûr que oui, si tu as des bonnes relations, tu as toujours une forme d'influence sur leurs décisions. Mais c'est clair que dans ces moments-là, moi, j'appelais, puis je ramassais l'inventaire. S'il y a de quoi de trop, puis il y en a qui disent qu'ils ne veulent pas, moi, j'y ramasse. Okay. Il y a toujours des opportunités, peu importe ce qui arrive, dans n'importe quel aspect de la vie. On parle de gestion de l'inventaire, mais quand il y a un obstacle, ça veut dire qu'il y a une opportunité qui vient avec. Il faut juste savoir regarder l'obstacle différemment, puis saisir l'opportunité. Donc, il y en a qui vont saisir l'opportunité, puis il y en a qui ne le feront pas. Il y en a qui vont se demander comment est-ce qu'ils vont passer à travers ça. Pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui vont prendre des parts de marché. Dans ton analyse, que tu regardes le marché présentement, si on se tient seulement à la voiture électrique, qui va bien s'en sortir dans les prochains mois? Bien, je pense les Coréens. Ça, c'est clair pour moi que les Coréens ont les moyens financiers et ils ont une grosse stratégie d'électrification. Je pense que l'électrification, c'est une tendance lourde, peu importe ce qui sera décidé aux États-Unis, parce qu'on sait que la tendance des États-Unis va avoir un impact sur ce qui va sortir dans les 4 prochaines années. C'est pas pour rien que Chrysler vient de se retirer de l'électrique, ou ralentir, je dirais. Il reste que c'est une tendance lourde. Et ceux qui vont saisir justement l'opportunité pendant les 4 prochaines années, où l'électrique ne sera pas poussé par le gouvernement américain, de continuer à pousser ce marché-là, ils vont gagner énormément d'ici à la fin des années, disons, de cette décennie-là. Donc, les Coréens se positionnent. Les Coréens sont vraiment en montée. Dans les autres, bien, chacun va prendre une stratégie différente. Mais une chose est sûre, les mieux équipés, je pense, en termes de structure, tu sais, les batteries, les coûts de fabrication, c'est les Coréens, c'est clair. Pourquoi un constructeur que tu connais bien, comme Toyota, par exemple, hésite encore, nous montre pas de nouveautés, gère... On ne sait pas s'ils gèrent bien ou pas bien, ou s'ils ont bien fait de ne pas y aller trop fort, parce que là, on voit que ça recule. Comment tu vois l'année 2025 pour et Toyota, et Honda et les autres fabricants? Bien, je pense que je mettrais, Daniel, je mettrais tous les fabricants japonais à peu près dans le même bateau. OK. La culture du Japon fait que la voiture électrique au Japon, c'est pas vraiment une option. Parce que même sur l'heure du midi, quand on va au Japon, dans la plupart des entreprises, l'air climatisé est arrêté l'été. Parce qu'on a de la difficulté à avoir l'électricité. Okay. Fait que la voiture électrique, c'est pas un enjeu pour le Japon, c'est pas une option qui est viable. Fait qu'en partant, il y a comme un problème de dire pourquoi qu'on ferait de quoi quand nous autres, on l'utilisera pas. On peut pas s'en servir. C'est pas pour rien que tous les manufacturiers japonais sont lents à réagir. Et là, ce qu'on voit, bien, on voit des merges. On voit Toyota avec Subaru, on voit Nissan avec Honda. Pourquoi? Parce que les coûts de développement et la rapidité avec laquelle il faut aller au marché, ça coûte cher, puis il faut faire ça vite. Fait que là, ça se regroupe. Puis, je trouve que c'est les moins bien organisés, sincèrement. Les Américains ont été plus agressifs, à l'exception de Chrysler. Mais il ne faut pas oublier, Chrysler, on dit que c'est un Américain. Mais dans le fond, c'est pas un Américain. Il est géré par des Européens. C'est géré par des Européens. Fait que les Européens n'ont pas la mentalité d'un manufacturier américain. Mais Ford et GM se sont mis le bras dans le tordeur solide, comme on dit, au niveau de l'électrique. Je pense que ça va rester, mais ça va ralentir beaucoup pour les 4 prochaines années. Est-ce que 2025 sera l'année des décisions et des grandes décisions? Est-ce qu'en 2025, on va se positionner pour de bon ou ça va être encore une année comme 2023-2024 d'études de marché?
Moi, je pense, Daniel, 2025, qu'il va y avoir un ralentissement assez important de la production des voitures électriques. Parce que les rabais disparaissent et le gouvernement Trump ne mettra pas de l'avant les subventions. Fait qu'on va continuer à en faire. Il y en a qui vont devenir plus agressifs. Je pense que les Coréens vont être plus agressifs. Je pense que Tesla va être plus agressif. Puis, mais ça va ralentir pareil. Mais il y en a qui vont continuer à se positionner. Fait que ça va être on va être en observation en 2025. Encore du marché, de voir est-ce qu'on veut du 100 électrique, est-ce qu'on veut du hybride branchable et du prolongateur d'autonomie, parce que là, c'est ce que Chrysler va lancer. Et là, on va analyser qu'est-ce que le public, qu'est-ce que le consommateur veut. Fait qu'effectivement, moi aussi, je pense qu'on va analyser encore en 2025. Tu sais, ce que tu viens de dire, Daniel, c'est ça, c'est qu'il y a tellement d'options possibles. Et c'est développer un auto, exemple, avec un prolongateur d'autonomie, mais ça prend pas 6 mois. C'est ça. Fait que, tu sais, avant que l'auto arrive au marché, qu'elle soit prête, fait qu'il y a des décisions à prendre cette année qu'on va voir dans 2 ans, 3 ans. Ça va être intéressant et c'est pour ça que tu vas revenir nous voir afin d'analyser ce qui va se passer du côté de l'industrie automobile. Merci, Patrice. Ça fait plaisir. Alors, Patrice Ouellette, 48 heures par jour.com. J'espère que vous avez apprécié. On s'arrête et on vous revient. Nous sommes de retour. C'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie. Alors, Marc, plusieurs nouvelles. Ça bouge dans le monde de l'automobile, évidemment. Donc, on a plusieurs nouvelles. En fait, plusieurs nouvelles, dont celle d'Acura. Tu sais qu'Acura va nous arriver avec le ADX bientôt, un petit VUS qui partage sa motorisation avec l'Integra. Mais Acura a aussi annoncé qu'il voulait ramener le nom RSX. Bien, c'est... Écoute, ça serait un sport utilitaire. Un multisegment électrique. Oui, mais c'était une petite voiture sport, la RSX. Je suis d'accord. Arrêtez de faire n'importe quoi avec vos noms, en tout cas. Je ne recommencerai pas là-dessus, mais je suis pas de bonne humeur encore une fois avec ça. Moi, ça, j'avoue, je suis rarement d'accord avec toi, mais celui-là, je suis d'accord. Ça fait 2 fois en 2 jours, ça va pas bien. Honnêtement, je trouve que le RSX n'a pas d'affaire sur un multisegment. C'était justement une petite voiture agréable, dynamique, sportive. Et là, on arrive avec un multisegment électrique. C'est complètement dénaturé, le produit. Écoute, les gens d'Acura veulent absolument fournir une gamme plus étoffée. L'ADX va les aider parce que ça va être beaucoup moins cher que la RDX. Donc, ça va nous aider à être plus accessible. Mais là, avec la RSX, en tout cas, on n'a pas plus de détails. Attendons et espérons qu'on change d'avis au niveau du nom. Parce que dans les DX, là, tu peux y aller, tu peux t'amuser avec ça. Oui, puis entre toi et moi, pourras-tu trouver des noms de véhicules qui sont d'autres choses qu'un paquet de lettres? Là? Il me semble ça devient mélangeant. Puis... Non seulement un paquet de lettres, mais reprendre des noms qui ont déjà existé, qui ont été... le RDX, ça n'a pas été... ils n'en ont pas vendu, puis c'est pas iconique, là. Mais il reste que ramenez pas des noms de même. En tout cas, je suis d'accord. Enfin. Du côté du Honda, on présente aussi un nouveau véhicule, le CR-V Trail Sport. Comme tu le sais, chez Honda, on mise beaucoup sur, je dirais, le côté un peu plus aventurier des véhicules, comme c'est le cas d'à peu près tout le monde. Hein? Chez Subaru, on a les Wilderness, on a à peu près tout ça. Donc là, on va arriver avec version rurale, et non version hors route, mais disons une version rurale. Exactement. Et non urbaine du véhicule. Exactement. On sait qu'on a le Passport qui a fait ça, on en a plein d'autres. Donc, il y aura une version Trail Sport qui devrait arriver avant l'été du côté de chez Honda. C'est une bonne chose parce que le CR-V était justement peut-être un peu trop considéré comme urbain. Donc là, on a voulu vraiment présenter quelque chose d'un peu... Si on se fie à leur concurrent le plus proche, qui est le RAV4 Trail... Oui. Ça n'a pas été un succès fou, le RAV4 Trail. Exactement. Mais eux ils visent vraiment plus Subaru avec ses Wilderness. Qui sont un peu plus capables que l'était peut-être le RAV4 Trail. Exactement. Attendons de voir ses capacités. Dans la série, on va te faire rêver un peu. Subaru a présenté une WRX STI au Salon de Tokyo. Écoute, bien sûr, 296 chevaux, 276 livres-pieds de couple. On espérait bien sûr qu'elle arriverait. 500 unités réservées au Japon.
On a-tu de la misère avec les STI du côté de chez Subaru? Hein? Ils veulent plus en faire. On dirait Tu que sais, la WRX, on a de la misère à lui faire passer un autre stage pour qu'elle soit vraiment une sportive. Ouais. Sans être haut de gamme, mais une sportive vraiment intéressante. On la garde dans un créneau de puissance qu'on aimerait toujours en avoir un petit peu plus. On fait ça avec toutes nos voitures sport. La STI, on la ramène plus, on l'a plus, on fait une version, on n'en fait pas une. Mais ce qui Là, est quand on en même... fait une, mais on la garde au Japon. Garde au Japon. Par contre, on a ramené des éléments comme l'espèce de table à pique-nique, là, le gros aileron à l'arrière. Bon, on veut ramener ça. On a essayé de jouer un peu cette carte-là, mais ça ne sortira pas du Japon, malheureusement. En tout cas, pas pour le moment. Tu sais, on a 4 roues motrices, on a une super voiture, on n'est même pas capable de toucher le 300 chevaux, alors qu'Honda le fait avec une traction. C'est ça, avec son véhicule à traction, c'est une Tipper. Oui, mais une Tipper, c'est... Honnêtement, la Tipper, c'est particulier. Il n'y a pas grand-chose d'autre dans le mais monde. l'Integra, on le fait aussi. Oui, mais c'est la même mécanique, là, mais... Enfin. Tes amis de Volkswagen, tu sais que tu comprends pas leur plan? Non. Personne ne le comprend. Ça a été le cas de la ID7 qu'on a reportée. Écoute, on a fait un test en conditions particulière, je te dirais, chez Porsche, avec la Volkswagen ID7. Imagine, on a fait 941 km. T'as dit chez Porsche. Chez Porsche, non. OK, c'est Porsche qui a... OK. Au centre de recherche Porsche. Écoute, 941 km avec une seule recharge sur la ID7. Mais WLTP. WLTP, mais à 29 km/h. 29. Alors, Il y avait-tu 2-3 autos en arrière qui appuyaient sur la... En fait, ce qu'ils disent, sur le klaxon. ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont pris la vitesse moyenne observée lors des embouteillages dans les grandes villes européennes par l'index de trafic TomTom. Ouais. Donc, c'est 29 km/h. Donc, ils ont décidé de faire leur test à 29 km/h, ce qui signifie absolument rien du tout, on va se le dire. Exactement, mais c'est un défi le fun. Cette voiture-là va être vendue pour quoi? 500 quelques kilomètres? À peu près. On estime nous, que ça va être à peu près 525 km chez nous. Mais on va... Évidemment, eux disent... Le test permettrait, c'est ça, aux alentours de 750. Le test à 10 km/h? Oui, c'est ça, de reculons. Non, mais en tout cas... dans un autre ordre d'idée, Ford, qui mise beaucoup sur l'électrification, a aussi décidé de sortir des vélos électriques. Alors, tu as un vélo Mustang et un vélo Bronco, qui sont deux modèles électriques avec un moteur électrique de 500 watts, 63 livres-pieds de couple, 4 900 $. Oh! Ouais. Ils sont beaux, ils sont solides, ils sont faits... on dit qu'on a même utilisé le système GOAT pour s'en inspirer au niveau des changements de vitesse du vélo, mais 5 000 $. 5 000 $. Vous avez moyen, pourquoi pas? Ben, effectivement. Un Bronco, quand tu achètes un Bronco à 80. Oui, mais tu t'embarques ton 5 000 dedans en arrière. 85. C'est ton vélo. Ça sera pas mon genre. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors, restez avec nous. Au retour de la pause, on répond à vos questions. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Voici de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions et commentaires. Merci de le faire en grand nombre. Malheureusement, on n'a pas le temps de répondre aux questions de tout le monde, mais quand même, on va essayer d'en faire le plus possible, Marc. Alors, il y a Marcel qui dit « Un Ford Maverick 2022 ». Okay. Il y en a déjà des véhicules d'occasion, il me semble que ça vient de sortir. Un XLT 2 litres, le modèle le plus vendu, 35 000 km, on demande 35 000. Pour du long terme, je prends soin de mes autos. Ben oui, je pense que pour du long terme, le moteur 2 litres n'est pas un moteur à problème. Le Maverick, jusqu'à maintenant, a de très bonnes reviews après quelques années d'usage. Donc, c'est pas en soi un gros problème. Puis si on en prend soin en plus, ben regarde, ça sera pas un problème, effectivement. Là. Le 2 litres ainsi que la transmission, c'est du connu. Donc, il n'y a aucun problème. C'est ce qui est utilisé avec... l'Escape, on l'utilisait aussi du côté de chez Lincoln. Donc, même dans le Edge,
qu'on oublie tout le temps. C'est vrai. On l'utilisait là aussi. Donc, moteur, transmission connu, mécanique connue. Donc, avec le format, occupez-vous de votre carrosserie pour la rouille, autant sur la peinture qu'en dessous, puis vous allez pouvoir l'avoir très longtemps. Auto électrique, je regarde Mach-E ou EV6, même Ioniq 5, sont presque au même prix. C'est des tractions intégrales. C'est en location 4 ans. Dès le départ, donc, en location 4 ans, ça ne change absolument rien l'un ou l'autre. C'est vraiment une question de choix. Vous avez là 3 véhicules qui ont 3 conduites extrêmement différentes. La Ioniq 5, bien sûr, c'est un petit SUV. Il y a peut-être plus de place à l'intérieur. Il faut aimer le style. La EV6, ça se ressemble un peu aussi. C'est la même architecture 800 volts. Donc, vous avez l'avantage d'une recharge qui est beaucoup plus rapide que dans le cas de la Mach-E. Je vous avoue que moi, j'aime beaucoup conduire la Mach-E en revanche. Je trouve que c'est celle qui se conduit peut-être le moins comme un véhicule électrique et le plus comme un véhicule standard. Mais la Mach-E, on le sait, a eu des problèmes. Problèmes au niveau de la pompe à chaleur, même si elle est là maintenant. On a eu des problèmes en hiver. C'est ça. Mais ça semble bien là, depuis un certain temps. Oui, absolument. Il n'y a plus de problème. On a réglé pas mal connus. tous nos problèmes. Tu sais, là, moi, au niveau du design, du style, c'est la EV6 pour moi, là, intérieur, extérieur. Vraiment un beau véhicule. Mais les 3 véhicules, vous allez essayer, puis vous allez voir dans laquelle vous trouvez le mieux. Ouais. Plus confortable, l'environnement, la visibilité, etc. C'est votre choix en location. Moi, je n'ai pas de terme. La EV6 et la Ioniq 5, dans les versions traction intégrale, va vous donner un petit peu plus d'autonomie. Oui, c'est ça l'avantage. Mais je suis obligé de dire que pour une fois, on n'est pas d'accord. Moi, le V6, ce serait mon 3e choix dans les cas. Porsche 718, donc décapotable pour le printemps qui s'en vient. Est-ce qu'il y a un équivalent sur le marché de cette petite voiture-là? Moi, j'en vois pas. Il n'y a rien d'équivalent. Pas à ce prix-là, en tout cas. Au niveau des Roadsters, 718, cabriolet, sportive, légère. Fun à conduire. Il n'y a pas grand-chose. Garde sa valeur de revente comme ça se peut pas. Si vous êtes dans les budgets beaucoup plus élevés, vous allez pouvoir en trouver, bien entendu. Là. Mais à ce prix-là... On parle d'un véhicule neuf. Oui, c'est ça. Mais c'est ça que je dis. Mais je veux dire, dans les budgets plus élevés, oui, les véhicules de luxe, il y en arrive quelques-uns, des Roadsters. Mais autrement, il n'y a pas grand-chose. Tu sais, même Mercedes ont quoi? BM ont quoi dans cette... Il n'y a pas grand-chose. La SL, la CLE Cabrio, mais qui c'est beaucoup plus gros. Là, ça, je te pas dis. dans les mêmes... tu peux toujours aller vers la Aston Martin Vantage. Sur son île, cette 718. La Aston Martin Vantage qui va sortir son Roadster avant la fin de l'été. Mais là... on n'est pas dans le même budget. On se calme le budget. Mais là, moi, je me demandais un concurrent. J'ai hâte d'avoir la dimension, si ça va être... Ouais. C'est pas une MC20 non plus. Là. Non, absolument pas. Là. Maserati. CX-50 hybride, je fais 30 000 km par année, c'est le véhicule tout indiqué pour ça. Totalement. La combinaison Toyota-Mazda, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais d'après moi, il n'y a pas de problème parce qu'on a pris le système au complet. Fait qu'on sait déjà que c'est très fiable du côté de chez Toyota. C'est éprouvé. Alors, moi, je n'ai pas de restriction. Puis vous êtes dans un Mazda avec ce que, si vous aimez Mazda... La conduite, l'intérieur, l'habitacle, le design. Vous êtes dans un Mazda avec la motorisation Toyota. On l'a essayé en ville et on a atteint de très, très bons résultats au niveau de la consommation. Ben oui. Alors, j'ai aucun problème à recommander ce véhicule-là. Oui, un beau mariage, celui-là, exact. Du CX-5 et du système de Toyota. BMW X3 30 X-Drive, I, puis Y, puis Z. Il y en a-tu? C'est compliqué, hein, ces affaires-là? Donc, tout ça pour dire que c'est un X3 neuf de base pour 5-6 ans. Aucun problème. Écoute, BMW se sont beaucoup améliorés, il faut le dire, au niveau de la fiabilité des systèmes électroniques. C'était leur faiblesse. Ils se sont beaucoup améliorés. Oui, le X3, c'est bien de ce point de vue-là. Là, il n'y aura pas de problème. Puis ça roule bien. Je l'ai essayé, là, puis honnêtement, c'est solide. Vraiment rapide. Régis qui dit une berline Mazda 3 all-wheel drive. Et je m'interroge sur la valeur de revente à 100 000 km. Puis est-ce qu'il y a un véhicule comme ça qui va avoir une meilleure valeur de revente? Non. Je pense pas. Il faudrait voir la Corolla. Avec le système à rouage intégral, à quel prix elle va se revendre. Moins dynamique un peu, mais la valeur de revente de la Toyota Corolla intégrale risque d'être plus élevée que celle de la Mazda 3. Mais la Mazda 3, il faut le dire, elle a remporté plein de prix au fil des années parce qu'elle est encore la plus agréable et la plus amusante à conduire. Vous n'aurez pas grand-chose. 100 000 km, là, une Mazda 3, ça vaut encore une fortune.
C'est exact. Oui, non, mais... Une traction intégrale en plus. C'est ça. on va avoir Mais les une fortune. compacts intégrales comme ça va toujours valoir son pesant d'or. là. Marc, il y a Simon, un habitué. Merci, Simon, de nous poser des questions et des commentaires de façon régulière. Il nous dit, pour le fun, là, je vous donne une des deux voitures, une Mustang GTD ou une Corvette ZR1? Ouf, hey, ça, c'est de la torture de gens. Ouais, moi, j'irais avec la Mustang. J'ai un faible pour la Mustang. Je trouve qu'elle a l'air plus... Il y a quelque chose qui vient me chercher plus au niveau du muscle car. J'irais vers la Mustang, mais c'est strictement subjectif. D'abord parce que j'ai pas essayé Commun, là. Moi, je vais avec la ZR1. Là. C'est une bike de 1000 chevaux. C'est... Oui, mais là, c'est incroyable, la 850 Corvette. chevaux. Ça se conduit comme... En tout cas, bref, voilà. Fait que Simon, tu vas être obligé de nous en donner chacun une. Oui, Fait exactement. que ça va régler le problème Appelez-moi, je vais vous donner mon adresse. pour la faire livrer. Exact. Avec un véhicule fermé, s'il vous plaît. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle la semaine prochaine pour un autre Virage. Bonne semaine.